Eh bien, nous sommes en ligne, mesdames, messieurs, chers amis, chers alumni. Bonsoir à tous et à toutes. Nous nous retrouvons ce soir en visioconférence autour de Jean-Pierre Filiu, professeur des universités à Sciences Po, historien du Moyen-Orient. Jean-Pierre Filiu, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve autour de vous ce soir pour débattre de votre dernier ouvrage, Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné, histoire d'un conflit 19e, 21e siècle, qui vient de paraître aux éditions du Seuil, un ouvrage tout à fait lumineux, puisque il n'a pas été, vous nous en direz évidemment davantage, mais il n'a pas été construit d'une manière chronologique, mais bien thématique, avec une première partie sur les trois grandes forces de l'État d'Israël, avec une deuxième partie, les trois grandes faiblesses de la Palestine. Vous allez nous expliquer pourquoi ce découpage et quelles sont ses forces et faiblesses pour éclairer la situation contemporaine. Merci en tout cas merci très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. On a une heure ensemble, donc je vais immédiatement vous laisser la parole pendant 25 minutes et ensuite on échangera et on prendra les questions des participants. Merci beaucoup, cher Jean-Pierre, et à nouveau, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, mes remerciements sont aussi chaleureux en retour et je voulais rappeler qu'il y a un an, hein, je parlais depuis Kiev et vous m'aviez fait déjà l'honneur d'une invitation pour un peu décrire mon expérience d'enseignant à l'Académie Moïla de Kiev où pendant un mois j'avais présenter à mes étudiants de master la dimension moyen-orientale de l'agression russe. Et la dimension russo-ukrainienne n'est pas indifférente à mon propos ce soir, ni d'ailleurs à ma démarche en général, même si je suis un historien du Moyen-Orient contemporain. Voilà, Alexei Navalny est mort dans des conditions abjectes. Je crois que Benjamin Netanyahou n'a pas eu un mot à ce sujet. Quant à Donald Trump, il s'est présenté en équivalent américain de persécuté par Joe Biden sans dire tout le mal qu'il aurait pu penser de la façon dont Navalny est mort. Et il faut voir que pendant qu'on a cette guerre terrible, atroce, hein, qui se déroule au Moyen-Orient, eh bien, on a trois personnes qui pensent de plus en plus en convergence. C'est Benjamin Netanyahou qui veut prolonger la guerre, entre autres dans l'espoir de voir Donald Trump revenir à la Maison-Blanche. Et c'est évidemment Vladimir Poutine qui fait le même pari en rappelant que Benjamin Netanyahou n'a jamais livré une cartouche à l'Ukraine, malgré les demandes répétées du président Zelensky, et qu'il a eu quelques amabilités, pour pas dire plus, pour Poutine, euh, en tout cas jusqu'au dernier mois. Alors ce soir, hein, c'est de comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné. C'était un livre dans l'écriture de longue durée, de longue haleine, je m'étais lancé et qui était prévu pour être publié dans plusieurs mois au seuil, hein, et que j'ai proposé à mon éditeur d'en anticiper la parution du fait de l'horreur de la campagne terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 et de la tragédie toujours en cours à Gaza qui devient un véritable carnage contre la population locale. Et alors, évidemment, je voulais contribuer au débat sur cette question qui suscite souvent plus de passion que d'interrogations sereines, mais aussi, ben voilà, mais le lecteur jugera, hein, le schéma d'interprétation sur lequel j'ai travaillé m'a paru tragiquement validé par le conflit en cours, y compris dans son paroxysme, hein. Le 7 octobre, journée la plus sanglante pour la population israélienne depuis la fondation de l'État juif.
et la tragédie en cours à Gaza, la plus sanglante, la plus meurtrière dans une histoire palestinienne qui est pourtant scandée de tragédies depuis des décennies. Alors, mon schéma interprétatif, il visait d'abord à me distinguer d'une historiographie déjà très dense hein, sur le conflit. Je crois qu'on peut remplir non pas seulement une bibliothèque, mais plusieurs bibliothèques. Et ce qui est un peu paradoxal pour un historien, de ne pas respecter l'évidence chronologique. Parce que on voit bien que quand on décline les dates de ce conflit, eh bien, voilà, on a ah, qui avait raison, qui avait tort, ah, les occasions perdues, sur qui doit-on faire porter la responsabilité. Or, ce débat de responsabilité m'importe peu. J'essaie de comprendre pourquoi on a cette spécificité du conflit israélo-palestinien, d'abord une durée assez hors norme, hein, plus d'un siècle, et ce conflit, on le voit, loin de se calmer, a atteint des niveaux de violence sans précédent. Et puis, ce paradoxe que je souligne dès le titre, qui est que, à l'évidence, le rapport de force est écrasant en faveur d'Israël, et pourtant Israël n'a pas gagné. Parce que la clé du conflit ne peut pas, ne sera pas militaire, vu justement les liens tellement intimes des deux peuples sur la même terre. Le règlement ne pourrait être que politique, sinon le conflit se poursuivra et même il s'aggravera. Je rappelle qu'il y a 6 mois, hein, on pensait que la question palestinienne était enterrée, que la normalisation israélo-arabe allait une fois pour toutes complètement faire oublier ce conflit du passé, jugé voilà, obsolète. Voilà, hein. Les conflits qu'on ne règle pas sont ceux qui, généralement, éclatent avec la plus grande violence au moment où on s'y attend le moins. Enfin, on s'y attend le moins. Comme je l'écris dès l'introduction, hein, toutes les émotions sont légitimes face à l'horreur du 7 octobre 2023, hein, toutes, hein, la rage, la dépression, l'indignation, l'incompréhension, la sidération, toute sauf la surprise. Il se trouve que dès 2014, j'avais écrit, il se trouve que je suis l'auteur d'une histoire de Gaza, que l'idée euh, de gager la sécurité d'Israël sur l'insécurité permanente de la population de Gaza était moralement discutable, ça paraît évident, mais c'était surtout une illusion tragique du point de vue stratégique. Donc, ma thèse, c'est que comment la Palestine a-t-elle été perdue? Ben parce que d'un côté, on a des atouts qui sont des atouts historiques, hein, qui vont faire du projet sioniste, puis de l'État d'Israël, la partie dominante dans ce conflit. Et inversement, on a des faiblesses qui sont des faiblesses structurelles qui vont handicaper durablement jusqu'à aujourd'hui hein, le nationalisme palestinien. Et donc, plutôt que de suivre la chronologie, je prends cette thématique et je décline la chronologie à l'intérieur de chaque thématique. Alors, il y a un effet, alors, bon, pour l'instant, hein, je touche du bois, le livre a une dizaine de jours depuis sa publication, mais personne ne m'a reproché ce côté cyclique. Parce qu'en fait, ce côté cyclique, il correspond assez à cette tragédie israélo-palestinienne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on revient à, à Balfour, 1917, le plan de partition, 1947, la guerre des 6 jours et l'occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de Gaza en 1967, la première intifada en 1987, le processus de paix qui est avorté par la seconde intifada, et en 2007, la division entre Gaza et Ramallah, donc le Hamastan et le Fatarstan, dont on voit que même si elle a pu être considérée à trop court terme comme favorable à Israël, elle était une menace structurelle. Donc, pour faire très court, hein, les trois forces d'Israël, en tout cas du sionisme, hein, parce que j'essaie de renouveler un peu l'interprétation et la littérature à ce sujet. La première, et c'est un sujet assez peu connu en France, c'est le sionisme chrétien. Hein. Alors, je tout de suite, loin de moi l'idée
que le sionisme chrétien est le père ou aurait engendré d'une façon ou d'une autre le sionisme juif. Hein, ce sont des mouvements qui se sont développés en parallèle jusqu'à ce que, je vais y revenir tout de suite, ils se retrouvent dans un passé relativement récent. Mais l'antériorité du sionisme chrétien, l'imprégnation de dirigeants anglais et américains par une vision du monde où le retour du peuple juif sur la terre d'Israël participe de l'accomplissement des prophéties, c'est assez peu connu en France, du fait de notre rapport un peu compliqué à l'histoire des religions en politique, et puis du fait voilà, du dédain très, très parisien hein, pour les mouvements messianiques. Oh, ben, c'est des messianiques, donc ce pas des gens sérieux. J'ai écrit l'Apocalypse dans l'islam, j'ai travaillé sur différents mouvements messianiques, je les prends très, très au sérieux. Hein. Comme le disait un distingué professeur au Collège de France au XIXe siècle en parlant du Mahdi soudanais, ce sont des fanatiques honnêtes. Hein, les fanatiques honnêtes, il faut toujours les prendre au premier degré parce qu'eux-mêmes ont une vision du monde littérale. Hein, et c'est ça qui peut un peu troubler. Et donc, on voit que dans tous les tournants que j'ai rapidement évoqués, hein, la déclaration de Balfour, c'est évident, hein, la déclaration de Balfour, qui est donc la première victoire politique du sionisme, c'est un gouvernement britannique dont la majorité des membres sont des évangéliques, hein, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui des sionistes chrétiens. Et le seul opposant à cette déclaration, par laquelle le gouvernement britannique accorde son soutien à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, je la cite à peu près de mémoire, le seul opposant est le seul ministre juif du cabinet. Hein, d'ailleurs, les Britanniques en rajoutent auprès des Français sur le côté référence biblique, référence protestante, qui laisse les diplomates français complètement décontenancés. Hein, au moment des tractations franco-britanniques sur la définition des frontières entre ce qui va devenir le mandat français du Liban et de la Syrie et le mandat français sur la Palestine, les instructions des diplomates britanniques sont très simples. Il faut que ça corresponde à la Bible de Dan à Beersheba. Sauf que Beersheba, on connaît, hein, c'est une ville aujourd'hui dans le sud d'Israël, dans le désert du Negev, mais Dan, on ne connaît pas, à part la Bible. Donc il va y avoir des discussions assez étonnantes sur mais où est Dan? Et finalement, après des négociations dures, hein, on va décider que Dan, c'est Methoula, donc c'est l'actuel doigt de la Galilée, hein, la pointe de l'extrême nord d'Israël, et c'est ainsi que se définira la, la, euh, la frontière. Et puis on a évidemment les sionistes chrétiens qui vont se mobiliser contre le processus de paix, et ça c'est fondamental, parce que, ils vont se mobiliser contre des présidents qui sont eux aussi des baptistes venant du Sud, mais qui sont des baptistes pacifistes, pas des va-t-en-guerre. Hein, c'est Jimmy Carter hein, en 1977 et Bill Clinton donc en 1993. Donc, dans le premier cas, ce sera la majorité morale, hein, au moins ça sonne comme un slogan, et dans un demi-cas, c'est la coalition chrétienne. Mais il faut voir que ils vont transformer le lobby pro-israélien en lobby pro-Likoud, en lobby pro-Netanyahou. D'ailleurs, Netanyahou va très tôt établir des liens avec eux, et donc ça sera un lobby anti-processus de paix. Et Yitzhak Rabin va d'ailleurs se plaindre très amèrement, peu avant son assassinat par un terroriste juif, de ces groupes qui font pression au Congrès contre le gouvernement démocratiquement élu d'Israël. Les deux autres atouts historiques du sionisme puis d'Israël sont plus connus, donc je serai plus rapide. Hein. C'est ce que j'appelle le pluralisme de combat, c'est-à-dire la capacité du sionisme à gérer ses contradictions internes de manière relativement apaisée, malgré la diversité très forte des courants. Hein, il y a deux exceptions majeures, ce sont les assassinats de deux dirigeants travailliste, Haïm Arlosorov en 1933 et évidemment Yitzhak Rabin en 1995. Mais ça veut dire aussi qu'on a un rapport de force avec les Palestiniens qui va profiter de cette liberté d'action des extrémistes, hein, que ce soit les milices révisionnistes avant la fondation de l'État d'Israël, ou aujourd'hui, on le voit clairement, les suprémacistes au pouvoir, hein, ce qui permet à Netanyahou de se poser en relativement modéré
face à des ministres qui prônent la réoccupation, voire la recolonisation de Gaza. Et puis la troisième force, c'est la stratégie de faits accomplis. Hein. On voit que très progressivement, hein, le sionisme définit ses objectifs, mais sans jamais les éclaircir totalement, ce qui lui permet d'engranger à chaque fois, hein, c'est pas du tout du machiavélisme, c'est une stratégie gradualiste. C'est un mouvement qui sait que le rapport de force au début ne lui est pas forcément favorable sur le terrain, j'insiste sur le terrain. Hein. Bon, la déclaration Balfour en 1917, il y a 10% de population juive et quelques pourcents de propriété juive. Hein. Et même en 1947, on est encore à moins d'un tiers de population juive et à seulement 15% de propriété juive. Donc, on voit comment le foyer national va devenir l'État juif, puis va devenir l'État d'Israël, et puis un État d'Israël qui, en 1967, contrôle l'ensemble du territoire de la Palestine sous mandat britannique, hein, mais que là aussi, c'est assez frappant. On a un plan Allon, un plan de paix du nom du vice-premier ministre travailliste de l'époque, mais qui ne sera jamais publié. Donc, comme ça, on peut dire au roi Hussein, il y a ceci dans le plan, voilà, attirer les uns ou les autres jusqu'à ce qu'on voit les cartes, et là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. Et on peut suivre ça jusqu'à maintenant, hein, avec Netanyahou qui refuse de dire quelle est sa vision pour le jour d'après à Gaza, ce qui lui permet de garder les libres tout en détruisant le territoire à défaut de détruire euh, le Hamas. Alors du côté palestinien, il y a trois faiblesses structurelles. Hein. La première, peut-être la plus connue, c'est l'illusion arabe. Effectivement, le mouvement palestinien, très tôt, va subir euh, les, les- les pressions des frères arabes qui ont d'autres priorités que celles du nationalisme palestinien qui est confronté à une menace spécifique, hein, qui est la colonisation sioniste, alors que les autres arabes n'ont pas du tout la même expérience. Donc, dès 1913, lors du congrès arabe de Paris, qui est le congrès fondateur du nationalisme arabe, qui est tout près de Sciences Po, à la Société de géographie sur le boulevard Saint-Germain, juste à l'angle de la rue des Saints-Pères, dès le congrès arabe, eh bien, les délégués palestiniens se voient intimés par les autres délégués arabes de ne pas parler du sionisme, pour ne pas indisposer les hôtes français. Et on retrouve ça en 1919, avec pour le coup le congrès fondateur du nationalisme palestinien, euh, qui va être entré en contradiction avec les aspirations panarabes des militants nationalistes arabes. Et on voit ça. Et, en 1948, lorsqu'éclate la première guerre israélo-arabe, que déjà bonne partie de la population palestinienne a été contrainte, la population arabe de Palestine a été contrainte à l'exode, eh bien, le, le conflit israélo-arabe va prendre le pas sur le conflit israélo-palestinien. Il va largement l'occulter. Euh, il va faire que on va avoir beaucoup d'illusions, hein, sur la paix entre Israël et l'Égypte qui pourrait entraîner un règlement de la question palestinienne en 1979. Ce ne sera pas le cas. Et au contraire, on va avoir une véritable guerre qui sera menée par le régime Assad en Syrie, c'est Hafez el-Assad à l'époque, donc le père du tyran actuel, qui va en 1976 au Liban et de nouveau en 1983 au Liban mener une offensive ouverte, une offensive militaire contre l'organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat. Et je ne mentionne même pas le Septembre noir de 1970, qui est une véritable guerre entre l'armée jordanienne et les fédayines palestiniens, qui se conclut par leur défaite. Donc on voit que cette illusion arabe va perdurer jusqu'aux accords d'Abraham, où la normalisation israélo-arabe avec les Arabes Unis, avec Bahreïn, avec le Soudan, si là ça reste quand même un peu théorique, vu le chaos actuel à Khartoum, et le Maroc, elle n'est pas gagée sur une avancée sur la question palestinienne. Et puis après, il y a le factionnalisme palestinien. Alors ça, j'avoue que je pensais quand même connaître, hein, ça fait
décennies hein, que je suis les Palestiniens. Mon mémoire de diplôme à Sciences Po en 1981 portait sur le nationalisme palestinien au Liban, sous la direction de Jean Lecas. J'avais séjourné sur le terrain pendant de longs mois. Mais le factionnalisme, l'ampleur du factionnalisme m'a vraiment frappé parce que j'en ai trouvé des traces euh, dans la société palestinienne dès le XVIIe, XVIIIe siècle. Une polarisation à l'intérieur de la société rurale. Hein. Bon, alors que je ne vais pas rentrer dans les détails des pseudo-généalogies que les uns et les autres s'attribuent pour dire que voilà, bah, nous, on est alliés et en face, ce sont les ennemis, tout ça est largement mythique, hein, mais on voit comment cette polarisation, elle va plomber le nationalisme palestinien pendant l'entre-deux-guerres, pendant la période cruciale du mandat. Donc on voit qu'au contraire, le mouvement sioniste, malgré ses contradictions, est uni autour de cet objectif palestinien, alors que les deux grandes familles de Jérusalem, les Husseini et les Nashashibi, vont polariser complètement le nationalisme palestinien. Et ce type de polarisation, on le retrouve après, euh, sous une forme ou sous une autre, et même si évidemment, comparaison n'est pas raison, mais c'est quand même frappant de voir aujourd'hui que le nationalisme palestinien est terriblement handicapé, c'est un euphémisme, par la polarisation entre l'OLP et le Hamas. Hein. Et le Hamas, donc ce mouvement qui a si tragiquement fait parler de lui depuis le 7 octobre, le Hamas naît littéralement, mais littéralement, hein, au moment où l'OLP décide de s'engager sur la voie de la coexistence pacifique avec Israël, alors que pendant un certain temps, sa charte prônait la destruction de l'État d'Israël. Et au moment où il y a reconnaissance de l'État d'Israël, au moment où Yasser Arafat prononce euh, les mots historiques qui permettront d'amorcer le processus de paix connu sous le nom d'accord d'Oslo et signé avec Yitzhak Rabin, eh bien, émerge le Hamas qui juste là n'était pas dans le champ politique, c'était un mouvement islamiste qui, plutôt moraliste, qui voulait réislamiser la société palestinienne. Et le Hamas reprend à son compte cette idée de libération, avec tous les guillemets qu'on veut, hein, concrètement destruction de l'État d'Israël, qui jusque-là était portée par l'OLP. Donc ce factionnalisme, il a profondément affaibli hein, le mouvement palestinien. Bah, la dernière faiblesse, hein, bon, voilà, c'est le deux poids, deux mesures. Je ne fais que citer François Mitterrand. François Mitterrand en 1991, et François Mitterrand a quand même le sens de la formule et de l'histoire. Donc 1991, je le rappelle, hein, c'est la guerre de libération du Koweït. On nous annonce un nouvel ordre mondial post-soviétique. Le Koweït a effectivement recouvré sa souveraineté, mais on voit que du côté du Liban, l'occupation syrienne a été confortée, hein, malgré les efforts de la France, et que du côté des Palestiniens, ben, la perspective d'un État est toujours aussi théorique. Donc que disait François Mitterrand? Il disait, mais deux poids, deux mesures, ce serait assassiner le droit international naissant. Hein, c'est il y a 30 ans, hein, quand on rêvait d'un monde qui, sortant de la guerre froide, serait reconstruit autour des normes de l'ONU. Ce qu'on voit aujourd'hui tous les jours à Gaza prouve, s'il en était besoin, que ces normes n'opèrent pas sur le terrain, que les résolutions, les décisions de l'ONU sont complètement piétinées. Et pour citer hein, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, on sait que c'est quand même une institution qui mesure ses expressions publiques, elle dit que nous n'avons plus de mots pour décrire ce qui se passe à Gaza, tellement ça dépasse ce que toutes ces organisations ont connu en termes, c'est plus de l'effondrement du système de santé, c'est la disparition du système de santé. Il n'y a plus au-delà du fait que le système de santé aurait dû être protégé et qu'il ne l'a pas du tout été, en termes de famine, en termes d'épidémie, on est dans une situation qui, d'après ces grands spécialistes de l'humanitaire,
est au-delà des mots, hein. Donc, on voit bien que ce deux poids, deux mesures, il a favorisé, hein, le fait que le conflit ait duré aussi longtemps, hein, et que c'est extrêmement frustrant, hein, c'est extrêmement, bon, pour certaines personnes, ça peut même être désespérant, de voir que aucune question internationale n'a suscité un tel investissement diplomatique. Aucune, hein. C'est c'est sans comparaison, avec quelques conflits, que ce soit dans la durée. La base de données de l'ONU, ISPAL, Israël-Palestine, est la base de données juridique la plus importante de tout le système international, hein. Et on n'a pas arrêté de produire, de produire des avis, du droit, des résolutions, des contre-résolutions, des projets de paix, des accords intérimaires. Et le résultat, ben on le voit, hein, c'est qu'on est aujourd'hui dans la guerre la plus sanglante, la plus meurtrière que les deux peuples se sont jamais livrés, hein. Donc, et je finirai là-dessus cette trop brève introduction, c'est que on voit bien, hein, et c'est pour ça que j'ai tenu à livrer mon livre plus tôt que prévu, parce que évidemment il y a cette volonté de contribuer au débat citoyen qui doit être apaisé, respectueux, tolérant sur ce sujet comme sur tous les autres, mais aussi parce que on est vraiment, et là l'historien peut parler d'autorité, hein, on est vraiment à un moment charnière, hein. Soit ce cycle complètement dévastateur, on pourrait même qualifier de suicidaire, hein, de guerre, chacune étant plus sanglante que la précédente, plus ignoble que la précédente, plus atroce que la précédente, se poursuit et il n'y aura pas de perdant et de gagnant, hein. Ce sera du perdant-perdant, hein. Soit on va, mais de manière résolue, avec un calendrier. Je constate que personne ne l'a encore exprimé à ce jour, malgré les déclarations d'intention, vers l'établissement de la solution à deux États, qui est la seule solution, hein, qui est la seule solution d'abord pour qu'Israël gagne, pour qu'Israël puisse remporter la victoire, hein, que les armes ne lui accorderont jamais, hein. Il y a eu, j'ai compté 15 guerres d'Israël à Gaza, toutes ont été gagnées militairement, toutes ont été perdues politiquement, sauf une, la première intifada, parce qu'Yitzhak Rabin a eu la vision, le courage, qu'il a d'ailleurs payé de sa vie, de sortir par le haut par un processus de paix avec l'ennemi, c'est-à-dire avec l'Organisation de libération de la Palestine à l'époque. Donc on voit bien que l'idée même d'un jeu à somme nulle, où les pertes des Palestiniens se traduiraient mécaniquement en gains pour les Israéliens, est totalement invalidée par le 7 octobre, parce qu'à ce moment-là, le 7 octobre ne se serait jamais produit, vu que la puissance nucléaire israélienne avait une supériorité écrasante sur euh, l'ennemi palestinien et croyait que le bouclage de la bande de Gaza, qui n'était pas du tout un geste de générosité, hein, et c'était vraiment on se débarrasse de la bande de Gaza et si ça tombe aux mains du Hamas, tant mieux parce que ça évitera qu'il y ait une direction palestinienne unifiée qui aille de l'avant vers un État palestinien. Donc on voit que tout ça a amené à la catastrophe actuelle. Donc là, vraiment, hein, et on voit bien que les fauteurs de guerre veulent en permanence nous attirer dans la micro-gestion des hostilités en cours, hein, dont je ne méconnais pas l'importance. Dès le 7 octobre à Blois, où je participais à 14 heures, 7 octobre à 14 heures à Blois, euh, un débat sur Israël de Netanyahou. J'ai appelé à la libération inconditionnelle des otages. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y en aurait autant, mais aussi à la solidarité avec tous les victimes, parce que là, pour le coup, j'étais convaincu que jamais les Israéliens et les Palestiniens n'auraient autant de pertes à déplorer chacun dans leur peuple. C'est ce qui s'aggrave, hein, sous nos yeux tous les jours, mais aussi ne jamais oublier que dans ce conflit, eh bien, la population palestinienne perd beaucoup plus, hein, que la population israélienne, ce qui ne change rien
à ma conclusion d'historien, qui est que, en ce moment, plus que jamais, la solution à deux États revêt une urgence existentielle pour les deux peuples. Et elle ne sera pas une perte pour les uns et un gain pour les autres, elle sera un gain pour les deux. Et cette solution gagnant-gagnant est la seule qui permettra de solder enfin ce conflit historique entre juifs et arabes sur cette terre. Merci beaucoup, cher Jean-Pierre. Il nous reste exactement 30 minutes ensemble. Je vous propose, chers alumni, d'utiliser le fil de discussion pour poser vos questions. Vous êtes nombreux aujourd'hui, plus de 70 participants, donc on ne va pas pouvoir prendre les questions en direct. En revanche, à travers le fil de discussion, et je prendrai vos interventions et vos questions par série de trois pour les retransmettre à Jean-Pierre Filiu. En attendant que vous posiez vos questions, peut-être une première, Jean-Pierre, concernant les échos régionaux et internationaux aujourd'hui de la situation depuis le mois d'octobre dernier. Où en sommes-nous? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a des jeux d'alliances régionales qui se créent aujourd'hui? Quelles sont les ramifications internationales de la crise? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, j'insiste beaucoup sur le fait que ce conflit israélo-palestinien l'est profondément, alors que souvent la lecture géopolitique surplombante a fait qu'on a assimilé tel ou tel acteur palestinien à tel ou tel acteur régional, hein. L'idée qu'on serait face à une coalition dirigée par l'Iran ne tient pas la route. D'ailleurs, l'ayatollah Khamenei était furieux d'avoir été mis devant le fait accompli du 7 octobre 2023. Et ce qu'on voit depuis est une volonté de, de- 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 de combiner les exigences rhétoriques de la propagande iranienne avec la détermination à ne pas laisser éclater un conflit ouvert qui pourrait dégénérer. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'au Liban, il n'y a pas tous les jours des affrontements et des victimes, hein, ainsi que dans le nord d'Israël, mais que le Hezbollah n'a pas choisi, hein, l'affrontement ouvert. Il jouera un peu une forme de dramaturgie militante tant que durera la guerre de Gaza, mais sans s'y engager. C'est donc la différence majeure avec 2006, hein, où une guerre à Gaza avait directement débouché sur la guerre de 33 jours qui avait été dévastatrice pour le Liban. Bon, il y a une exception qui est celle des Houthis yéménites, hein, qui effectivement font parler d'eux, mais bon, il faut voir que les Houthis sont pro-iraniens, sont très proches du Hezbollah, mais ont trouvé dans la guerre de Gaza un moyen de consolider leur popularité interne, hein, en s'affichant comme plus nationalistes que tous les autres régimes arabes réunis, et face à une population yéménite qui supportait de moins en moins l'autoritarisme des Houthis, mais qui est très sensible, hein. Quand on voit les marées humaines dans Sanaa en solidarité avec Gaza, ce ne sont pas uniquement des gens qui ont été ramenés avec la Kalachnikov dans le dos par des miliciens pro-iraniens. Mais je voudrais quand même insister sur au-delà de la région. Au-delà de la région, s'il y a aujourd'hui un bénéficiaire absolu de la guerre de Gaza, c'est Vladimir Poutine. Et ça, on l'oublie trop souvent, hein, parce que Vladimir Poutine est quelqu'un qui dépense ses ressources avec parcimonie, hein, contrairement à l'image qu'il en donne, hein. Il a fait la guerre de Syrie à très bas coût, hein, avec des bénéfices incomparablement supérieurs. Et donc là, il n'a au fond qu'à regarder pour voir les démocraties occidentales être prises en flagrant délit de deux poids, deux mesures. Et ça, on voit bien que ça crée des tensions très fortes, hein, que la cause ukrainienne en pâtit durement auprès de ce qu'on appelle le Sud global. Et que
Et donc là, il faut voir qu'on a un partenaire qui est souvent dans l'ombre par rapport au Moyen-Orient. Il est malheureusement dans la lumière en Ukraine et contre sa propre position, qui pourrait être le plus grand bénéficiaire de cette crise, et pas seulement au Moyen-Orient. Alors, une première série de questions que j'essaye de regrouper en fonction des thématiques. Une première question de Delphine qui voudrait savoir s'il existe une alternative politique crédible de chacun des deux côtés pour mettre en place une alternative réelle, ni Netanyahou côté israélien, ni le Hamas côté palestinien ne veulent de solutions politiques. Donc, comment les faire émerger? C'est la première question. Une deuxième question de Tiffany, une solution avec deux États s'entend côté palestinien, mais quid du côté gazaoui en particulier avec le Hamas? Peut-on négocier avec une organisation qualifiée de terroriste? Une troisième question de Richard, comment est-ce qu'un État palestinien peut exister alors même que la Cisjordanie est confisquée par Israël? Une première série de trois questions, Jean-Pierre Philippe. Voilà, alors j'y répondrai évidemment trop rapidement, hein. Ce sont des questions qui nécessiteraient à chaque fois un développement approfondi. Alors il se trouve, j'ai une chronique tous les dimanches matins sur le site du Monde, et que les deux dernières, c'était des idées simples pour la paix au Moyen-Orient, et la suivante, d'autres idées simples pour la paix au Moyen-Orient. Donc je vais continuer dans cette ambition de simplicité. Bon, que le conflit soit israélo-palestinien, je crois que maintenant il n'y a plus grand doute là-dessus. Euh, que la solution doit être les deux États, ben là encore, hein, quelle serait l'alternative? L'alternative, c'est l'État binational qu'on nous présente sous des couleurs parfois chatoyantes, alors que la réalité, l'État binational, c'est pas forcément l'égalité des droits pour les deux peuples. Ça peut être très bien un peuple qui domine un autre. Donc en fait, à bien des égards, on est dans une forme d'État binational, hein, avec des droits différents, hein, et on voit bien que c'est totalement instable. Donc il faut, dans le prolongement de l'acte fondateur, hein, les accords d'Oslo, il y en avait deux. Il y en a un qu'on peut oublier, celui qui a créé l'autorité palestinienne, et un cycle extrêmement frustrant d'arrangements intérimaires débouchant sur l'incompréhension des deux populations, parce que la population israélienne ne voyait pas l'arrêt du terrorisme et la population palestinienne ne voyait pas l'arrêt de la colonisation. Mais en revanche, le premier accord, il est fondamental. C'est la reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP, c'est-à-dire que les deux peuples, par leurs dirigeants, hein, reconnus, eh bien, reconnaissent la légitimité du nationalisme de l'autre. Et donc sur cette base-là, hein, on peut aller vers les deux États. Dans mon livre, il y a une dizaine de cartes, dont la carte en 2003 de ce qu'on appelait l'initiative de Genève, où des négociateurs israéliens et palestiniens, même s'ils n'avaient plus de fonction officielle, sont allés au bout de cette logique de deux États. Et donc, on a une carte qui correspond à peu près à ce qui pourrait être le règlement final, où le principe sera assez simple. On aura une annexion israélienne des blocs de colonies en Cisjordanie et une compensation territoriale sur le futur État palestinien. Le Hamas, de toute façon, ne veut plus exercer le pouvoir, hein. Ça, c'est je peux plus ou moins l'affirmer de tout ce qui me revient de Gaza. D'abord, le Hamas sait parfaitement que quand la guerre sera finie, ses compatriotes vont lui demander des comptes, et des comptes très sévères pour avoir plongé la bande de Gaza dans une telle atrocité, hein, parce que et, euh, et le Hamas est en fait assez inconfortable avec tout type de gestion. Il veut pouvoir se poser en opposition plutôt qu'exercer des responsabilités. Donc on voit bien ce qui pourrait se passer, hein. Là, c'est encore assez théorique, mais à la fin, soit on aura ça, soit on aura des guerres sans fin, hein. Et je rappelle que les États-Unis ont quand même beaucoup souffert des guerres sans fin, malgré leurs ressources colossales et le fait qu'elles se trouvent de l'autre côté de l'océan. Donc, on aura un accord entre Israël et l'OLP.
auquel le Hamas souscrira sans y être engagé. Et, euh, Évidemment, du côté de l'OLP, il faudrait une direction un peu plus tonique que l'octogénaire Mahmoud Abbas, qui est complètement confit dans son népotisme et ses automatismes. Hein. Même chose du côté israélien. Alors, ces deux directions, elles ne vont pas émerger comme cela. Elles vont émerger parce qu'il y aura une offre internationale. Hein. Cette offre internationale, elle sera à prendre ou à laisser. Et elle sera assez incitative, pour ne pas dire impérative. C'est-à-dire qu'on ne peut plus laisser les deux peuples face à face. Hein. Donc, c'est pour ça que j'attends, et j'espère que j'attendrai pas trop longtemps, que quelque part, d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, émerge un calendrier vers la mise en place des deux États. Et à ce moment-là, il faut voir que des deux côtés, la situation est beaucoup plus fluide qu'il n'y paraît sur le plan politique. Sur le plan politique. On est dans le paradoxe en Israël d'une guerre qui est menée par quelqu'un qui n'a même pas 15% de popularité. Hein, et dont l'écrasante majorité des Israéliens veulent lui demander des comptes pour l'effondrement historique, pas seulement du renseignement, mais de l'ensemble de la sécurité d'Israël le 7 octobre 2023. Et du côté palestinien, on voit bien qu'on est au bout d'un cycle, hein, et que si ce conflit a pu éclater, c'est parce que en 2021, Mahmoud Abbas a fait le calcul à très courte vue de reporter sine die les élections palestiniennes, aussi bien les élections à la présidence, il n'y en a pas eu depuis 2005, les élections parlementaires, il n'y en a pas eu depuis 2006. Donc du côté palestinien, il n'y a plus d'institutions légitimes. Donc il faut vraiment les relégitimer. Hein. Ça me paraît comme un terme plus clair que une autorité revivifiée. Bon, quant à l'autorité palestinienne, il faut quand même rappeler les fondamentaux, hein, surtout à Sciences Po. L'autorité palestinienne n'est pas une entité internationale reconnue en droit public. L'autorité palestinienne est le fruit d'un accord entre Israël et l'OLP. C'est l'OLP qui est reconnue en droit international. C'est l'OLP qui a fait reconnaître l'État de Palestine par une majorité des membres de l'ONU. L'autorité palestinienne n'est qu'un instrument. Hein. Et donc cet instrument-là, eh ben, il sera ce que les négociateurs décident d'en faire. Et à partir de là, je me permets d'être quand même un peu volontariste, tout est possible. Alors pour revenir sur cette volonté politique ou absence de volonté politique, c'est le sens de plusieurs questions qui vous sont posées et qui reviennent notamment sur les acteurs qui sont en place actuellement. C'est une question de Nedra, c'est une question de Françoise également. Comment est-ce que l'on fait avec quelqu'un comme Netanyahou qui ne veut pas une solution à deux États? Mais c'est aussi la question côté palestinien posée par nos intervenants. Quelle crédibilité donner aux rumeurs de mise en place à Gaza d'un gouvernement technocratique qui serait piloté par Mohamed Mustafa, quid de Barouti, de Fayyad, voire d'Al-Krigoua? Je me rappelle quand c'était un décideur américain qui me disait à un moment, mais comment voulez-vous qu'on se retire d'Irak? Et je lui ai répondu, en bateau. Voilà. Donc, si on veut faire la paix, on y arrive. Hein. Alors après, les noms, on voit bien qu'il y a une personnalité aujourd'hui qui est la plus populaire chez les Palestiniens, qui est Marwan Barghouti. Il ne faut pas plus se faire d'illusions, mais il se trouve que c'est celui qui recueille le plus d'adhésion, hein, dans les différentes enquêtes d'opinion, loin devant tous les dirigeants évidemment du Hamas, mais aussi de l'autorité palestinienne. Or, qui est Marwan Barghouti? Bon, d'abord, c'est quelqu'un qui a fait sa maîtrise sur les relations franco-palestiniennes. Ça devrait quand même nous interroger. Mais c'est aussi quelqu'un qui est un partisan historique de la solution à deux États et qui avait même à un moment imposé cette perspective au Hamas avant que le blocage général fasse que le Hamas, sous la direction actuelle de Yahya Sinwar, eh bien, reprennent la voie terroriste que l'on sait. Or, Marwan Barghouti, il est condamné à 5 peines de prison à perpétuité en Israël. Il est détenu depuis 22 ans. 22 ans, hein. Et donc, euh, à un moment, il sera libéré. J'ai aucun doute sur ça. La question, c'est comment va-t-il être libéré?
est-ce qu'il va être libéré parce que le Hamas obtiendra sa libération dans le cadre d'un échange d'otages, ce qui veut dire qu'il sera redevable au Hamas, ou est-ce qu'il sera libéré parce qu'Israël comprendra qu'il faut mieux avoir Barouti en liberté, restructurant la scène palestinienne, qu'en prison, hein. J'ai un distingué collègue à l'Université hébraïque de Jérusalem, Avram Sella, qui vient de publier un article sur justement les prisonniers dans les négociations de paix, qui rappelle que en Algérie, hein, en Irlande, évidemment en Afrique du Sud, hein, ces prisonniers ont joué un rôle fondamental et qui, voilà, en bon universitaire engagé dans la vie publique, dit que voilà, Barouti c'est quand même une carte à jouer pour Israël. Ce qui est terrible, c'est effectivement ce que Netanyahou, ces automatismes que Netanyahou nous a imposés. C'est-à-dire que des évolutions qui sont à l'évidence favorables à Israël, il les présente comme totalement hostiles parce qu'elles contrarient ses desseins personnels, hein. Je rappelle que c'est quand même un monsieur, je lui ai consacré la seule biographie politique en langue française, Main basse sur Israël. C'était il y a 5 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le titre n'était pas totalement inapproprié, hein. Donc on voit bien que, ça c'est mon ami Elie Barnavi qui le dit, il faut que le bouchon Netanyahou saute. Bon, là aussi, c'est une question de dynamique politique. Si on est là à dire ah oui, oh là là, pas de ceci, pas de cela, pas d'offensive, bah, Netanyahou continuera à manipuler tout le monde, à enfumer tout le monde et à mentir. Je rappelle que c'est quand même le président Nicolas Sarkozy qui, dans un aparté qui avait été rendu public avec Obama, avait traité Netanyahou du plus grand menteur que j'ai jamais rencontré, hein. Donc voilà, il faut vraiment sortir les deux peuples de ce qui n'a rien de fatal, hein. Il faut savoir qu'avant le 7 octobre 2023, Netanyahou était quand même menacé par une contestation de fond, un mouvement sans précédent dans la société israélienne, hein. Donc c'est sur ces tendances-là, hein, ces tendances de fond, qu'à mon avis, il faut envisager l'avenir, hein, plutôt que de compter les, les- les paquets qu'il y a d'un côté et de l'autre. Alors, deux questions à dimension plus régionale. La première de Marco, quel risque de voir le conflit s'étendre au Liban Sud et est-ce que le Hezbollah va rester dans la position plus ou moins attentiste qui est la sienne aujourd'hui? Deuxième question de Philippe, comment analyser la pusillanimité américaine à faire pression sur Israël en ayant en tête ce que vous avez évoqué, à savoir le lien qui existe avec la politique menée par Vladimir Poutine. Oui, donc pour le Liban Sud, hein, j'espère vraiment ne pas me tromper, mais on voit que on est dans le jeu au bord du gouffre, hein. C'est pas la première, et je crains que ce soit pas la dernière fois entre Israël et le Liban. Mais voilà, l'escalade a toujours été contenue. Et la France y contribue de manière déterminante, hein, de même qu'elle a un rôle déterminant au sein de la FINUL, qui est quand même une force d'interposition de l'ONU au Sud-Liban. Pour la question de la politique américaine, alors, c'est- c'est- Joe Biden est un des rares sionistes chrétiens à être catholique. Il se dit sioniste depuis longtemps. Il a souvent répété il ne fallait pas être juif pour être sioniste et qu'il en était la preuve. Et c'est assez frappant de voir ce catholique fervent être quand même plutôt, comme vous l'a dit, joliment pusillanime à l'égard d'Israël, alors que bon, le pape François était très très ferme dans sa demande à ce jour inaboutie de cesser le feu à Gaza. Au-delà de la composante personnelle, hein, mais qui est forte, hein, il y a un demi-siècle de visite de Biden en Israël, hein. Il a rencontré Golda Meir, il a tout un passé. Il y a la dimension, alors là, sioniste chrétienne, trumpiste. Il faut voir qu'aujourd'hui, Biden a les mains liées par le Congrès. Et la Chambre des représentants est présidée, donc le Speaker, Mike Johnson,
par un fanatique pro-occupation, pro-colonisation. Bon, accessoirement, il est créationniste, il est contre l'avortement, il pense que la Terre a vraiment été créée il y a quelques 6000 ans. Il défend un parc d'attractions où on a l'arche de Noé, où on voit où les groupes scolaires sont amenés, comme si c'était une réalité historique, hein. Donc voilà, c'est assez difficile quand même de discuter avec des personnalités de ce type. Et euh, Mac Johnson refuse la moindre aide à l'Ukraine, alors qu'il vote automatiquement le soutien à Israël. Et on voit que le lien entre les deux, au-delà de la politique d'immigration, pèse beaucoup sur Biden. L'Ukraine, là, j'en sais quelque chose, hein. Enfin, je n'y suis pas euh, cette année-ci, même si je suis retourné depuis mon précédent séjour, mais là, il y a pas d'armes, il y a pas de livraison substantielle, hein. Il faut voir qu'actuellement, le pont aérien, il est à direction d'Israël et pas à direction de l'Ukraine, hein. Donc ça, évidemment, pour Poutine, c'est fondamental. Donc, ce qui se dit aux États-Unis, c'est que Biden, ne serait-ce que pour ne pas perdre l'élection, parce que si on reste dans cette configuration, c'est difficile qu'il la gagne, parce que entre les Trumpistes qui sont complètement à l'offensive et euh, une partie de la base démocrate, progressiste, euh, afro-américaine, mais surtout les arabo-américains, hein. L'État du Michigan, qui est un swing state, eh bien, peut être perdu par les démocrates. Et à ce moment-là, bye bye la Maison-Blanche, hein. Donc, ce qui se dit aux États-Unis, mais alors là, je rapporte, hein, c'est que Biden préparerait un, un grand deal qui lui permettrait de se poser en homme de paix, hein, après la fin de la guerre à Gaza. Sauf qu'il a face à lui le grand menteur qu'est Netanyahou, qui lui a tout intérêt à prolonger cette guerre. Là, il a laissé dire par Benny Gantz que ce serait au moins jusqu'au Ramadan, mais à aucun moment il n'a dit tel jour, telle heure, la guerre sera terminée. Il a tout intérêt à jouer la montre. Euh, je- oh, Imaginez qu'il y a 4 mois, on vous ait dit que nous en serions là 4 mois plus tard. Personne n'aurait pu imaginer, sauf Netanyahou, que la guerre allait se prolonger aussi longtemps et atteindre de tels sommets dans l'horreur. Alors, trois dernières questions, Jean-Pierre, pour faire écho à ce que vous venez de dire. La première, comment finalement envisager un processus de paix sans justice? Deuxième question, comment éviter que les extrémistes pro-guerre ne fassent couler à nouveau un éventuel accord à deux États? Et enfin, observera-t-on une dégradation à moyen ou à long terme des relations entre Israël et le continent africain, suite notamment à la perte de son statut d'observateur au sein de l'Union africaine? Alors, je vais les prendre par la fin. Alors, la deuxième, Euh, pardon. Comment éviter que les extrémismes Voilà, les extrémistes. Oui, pro-guerre ne fassent à nouveau oui, couler un oui, 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 très bien. établissement? Donc, pour l'Afrique, là, effectivement, hein, la perte de ses entrées à l'Union africaine, bon, elle ne touche pas les relations bilatérales qui sont florissantes avec beaucoup d'États du continent. Mais c'est vrai que quand les opinions africaines ont vu, ont lu, ont entendu, parce que maintenant tout circule très très vite, qu'un certain nombre d'États africains, que je ne vais pas citer, étaient pressentis pour accueillir des réfugiés de Gaza, c'est pas forcément quelque chose qui a rendu l'action de Netanyahou très populaire sur le continent. Donc là, bah, c'est certain. Là encore, hein, on ne peut pas tout avoir en même temps, hein. Il est évident que les gains diplomatiques considérables engrangés par Israël ces dernières années, bien au-delà des accords d'Abraham, reposaient quand même sur une forme d'insertion, j'ose pas dire pacifique, mais en tout cas apaisée dans la région. Voilà, hein, on n'en est pas vraiment là, c'est même tout le contraire.
Donc pour Israël aussi prendre conscience de ça. La plainte de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice, quelle que soit la réponse qui lui a été donnée, c'est un tournant, hein. C'est un tournant dans la perception d'Israël par une grande partie de la planète, ce qu'on appelle publiquement le Sud global. Alors, les extrémistes, effectivement, faut arriver à les désarmer, à éviter qu'ils puissent pratiquer leur politique du pire sans aucune sanction. Hein. Bon, je constate que les États-Unis euh, et l'Europe ont adopté des sanctions sans précédent, hein, contre un certain nombre d'extrémistes en Cisjordanie, donc des colons qui se livre à du harcèlement, pour ne pas dire plus, à l'encontre de la population palestinienne. Mais la clé, c'est vraiment la dynamique politique, hein. C'est vraiment là que ça se jouera. Alors, paix sans justice, je ne suis pas certain de comprendre ce que ça signifie, hein. Moi, j'ai été diplomate pendant 2 décennies. Euh, la paix a sa propre logique, hein. Moi, j'étais observateur des élections organisées par les Nations Unies au Cambodge. C'était des élections où participaient les Khmers rouges, hein, voilà, qui étaient quand même responsables d'un génocide à l'encontre de leur propre peuple, et c'était la clé de l'accord de paix, hein. Donc, voilà, paix, justice, justice, paix. Bon, on peut être assez dans le rhétorique. La paix, tout le monde sait ce que c'est, hein. La paix, tout le monde sait ce que c'est, hein. Et une fois qu'on aura la paix, eh bien, on peut effectivement mettre en avant différentes procédures de justice qui sont non seulement légitimes, mais exigées par les partis. Mais l'idée que la justice soit le socle de la paix n'est pas forcément la plus efficace. En revanche, le droit international, mais le droit international, ce n'est pas forcément la justice. Le droit international, c'est un rapport de force qui a été concrétisé à un moment donné par le plan de partage de l'ONU de la Palestine en 1947, la résolution 242 du Conseil de sécurité en 1967. Ces résolutions ne sont pas favorables au droit palestinien, hein. Je le rappelle dans le dernier chapitre sur les 2 poids 2 mesures. Mais c'est le droit international, hein. C'est-à-dire que le processus de paix sera, je le dis, voilà, je le dis parce qu'il faut l'énoncer, sera concrètement une négociation des conditions de la défaite palestinienne. Voilà, il y a eu défaite. Mais pour qu'il y ait victoire israélienne, il faut processus de paix, il faut solution à 2 États, hein. Il faut vraiment sortir de ce discours de surenchère qui est vraiment terrible, hein, alors que sur place, eh bien, ce sont toujours les innocents qui payent le prix le plus lourd à ces spirales destructrices. Voilà. J'espère avoir répondu de la manière la plus satisfaisante à ces questions complexes, importantes et nécessaires face à ce qui est une des grandes tragédies de notre temps. Et j'ajouterai de manière sensée et lumineuse, cher Jean-Pierre. Donc, merci beaucoup. Je rappelle, voilà, votre dernier ouvrage aux éditions du Seuil, Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous n'allons pas attendre une année avant de vous convier à nouveau à Sciences Po Alumni. Chers amis, merci beaucoup d'avoir participé aussi nombreux à cette rencontre avec Jean-Pierre Filiu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Et cher Jean-Pierre, encore merci pour votre sympathique intervention et pour vos propos et votre disponibilité, comme toujours. Bonne soirée à tous et à toutes. À très bientôt. Merci.